Bonjour à toutes et tous, je suis Raphaël Künstler et c'est moi qui ai coordonné cet ouvrage, Métaphysique et sciences, nouveaux problèmes, qui est paru en début 2022 aux éditions Hermann, dans une collection d'ailleurs que je dirige, Métaphysique et sciences également, et dont ce livre est en quelque sorte le lancement et d'une certaine manière pose le cadre, ou du moins les questions fondatrices. J'aimerais ici dire deux mots sur les raisons pour lesquelles j'ai voulu rassembler un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de propositions sur la question de la manière dont peuvent s'articuler science et métaphysique. Les niveaux de questionnement qui m'ont amené à souhaiter, en quelque sorte, poser cette question, interviewer d'une certaine manière les philosophes francophones qui travaillent dans ce domaine sont de diverses profondeurs, de divers degrés techniques, de divers degrés techniques. Je vais les mentionner. Il y a une dimension personnelle dans cette réflexion. Il y a des questions qui sont naïves, qui sont très anciennes, et des questions qui sont plus récentes et qui s'inscrivent dans une certaine connaissance et une certaine pratique de la philosophie de tradition analytique. Alors, je dirais que l'étonnement le plus naïf, pour moi, face au phénomène du renouveau actuel de la métaphysique, que ce soit dans la métaphysique continentale ou de tradition analytique, est que durant mes études, il y a maintenant, je dirais 25 ans, je tenais pour acquis que la métaphysique n'était qu'une chose du passé, certes intéressante, qui nous a donné de grands monuments comme l'œuvre de Descartes, l'œuvre d'Aristote, l'œuvre de Spinoza, mais que cette métaphysique n'était plus une chose du présent, que le tournant kantien avait définitivement débarrassé la philosophie des errements métaphysiques. Or, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, la métaphysique est florissante. C'est un étonnement, je pense le premier d'ailleurs qui m'a lancé dans la réflexion sur la métaphysique et qui m'interroge à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui fait de la métaphysique, comment cet individu est-il possible? Comment est-il possible? N'est-il pas au courant que la métaphysique n'existe plus, que la métaphysique n'est plus possible? Un peu comme ces personnes qui avaient continué à faire la guerre dans une forêt en Indonésie après la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils n'avaient tout simplement pas reçu la nouvelle que la guerre était terminée. Rencontrer un métaphysicien, ça serait, ou une métaphysicienne, ça serait rencontrer quelqu'un qui n'est pas au courant du fait que la métaphysique a été définitivement détruite par la critique vigoureuse que lui fait subir Kant. Plus précisément, au XXe siècle, deux courants ont enfoncé le clou, si je puis dire, voire trois courants, si on veut aussi parler de la critique nietzschéenne de la métaphysique, la critique en quelque sorte je ne la qualifierai pas, mais il y a aussi une critique nietzschéenne de la métaphysique qui en même temps est un métaphysicien. Mais bon, si on prend le XXe siècle de manière stricte, c'est-à-dire sans compter Nietzsche dans le XXe siècle, on peut distinguer deux courants. Un courant qui vient de la phénoménologie, qui s'enracine dans l'œuvre de Husserl, et un courant qui s'enracine dans le cercle de Vienne, dans les travaux de Wittgenstein antérieurement ou dans ceux de Russell. Et dans un cas comme dans l'autre, a été proclamé la fin de la métaphysique, le dépassement de la métaphysique. Un point de rencontre intéressant est cette notion de dépassement de la métaphysique qu'on retrouve aussi bien dans un texte de Carnap que dans un texte de Heidegger. Pourtant, aujourd'hui, les métaphysiciennes et métaphysiciens se rassemblent, produisent, etc. etc. Alors, je suis spécialisé en philosophie analytique, donc je vais plus parler de la philosophie analytique. Et dans le cas de la philosophie analytique, ça me paraît encore plus étonnant qu'il y ait une métaphysique, dans la mesure où les philosophes analytiques se réclament de l'héritage du positivisme logique, qui lui-même s'inscrit dans une tradition positiviste, donc d'élimination de la métaphysique.
Comment cela est-il possible? Alors, dans mon introduction, j'essaie de répondre à cette question. Claudine Tiercelin propose une histoire aussi de la manière dont ce changement a pu avoir lieu. Max Kissler également, mais plusieurs personnes dans l'ouvrage essaient de raconter cette histoire. En philosophie analytique aujourd'hui, il y a un autre problème qui se pose, qui conduit à une forme de conflit interne entre les métaphysiciens. Ce serait le deuxième problème, qui cette fois-ci est moins naïf, qui suppose déjà une connaissance du domaine. C'est que au sein des personnes qui pratiquent la métaphysique, on oppose ceux ou celles qui pratiquent la métaphysique dite en fauteuil, c'est-à-dire spéculative, fondée sur l'analyse conceptuelle, sur des voyages dans les mondes possibles, pour le dire de manière un petit peu moqueuse, et d'autre part, ceux qui prétendent pratiquer la métaphysique sur la base des sciences, et donc qui se réclament du laboratoire. On a donc cette opposition entre, d'un côté, le laboratoire et de l'autre côté, le fauteuil. Et donc le fauteuil, l'accusation de métaphysique en fauteuil est utilisée par les métaphysiciennes et métaphysiciens en laboratoire pour disqualifier ce travail, le travail de leurs collègues. Et d'une certaine manière, c'est des personnes qui n'ont pas toujours la capacité ou l'occasion ou la patience de se lire les unes les autres ou les uns les autres. Donc ma question était de savoir, en premier lieu, comment pratiquer la métaphysique, comment la pratiquer et comment répondre à cette question de la place qu'il faut accorder à la science dans la pratique de la métaphysique. Faut-il concevoir la métaphysique comme antérieure aux sciences, comme dans le schéma classique illustré par Descartes avec l'arbre de la philosophie dont les racines sont métaphysiques et dont le tronc est la mécanique? Ou faut-il concevoir au contraire la science comme fondamentale et la métaphysique comme dérivée? Ou y a-t-il d'autres possibilités encore d'articulation entre science et métaphysique que ne le laisse penser cette polarisation du débat entre d'un côté les spéculatifs et de l'autre côté ceux qui se revendiquent de la science, ce qu'on appelle les métaphysiciennes et métaphysiciens naturalisés. Troisième question, c'est une question qui est plus propre au champ francophone, c'est que Claudine Tiercelin, professeure au Collège de France, a, en 2011, rédigé un ouvrage sur cette question. Elle s'efforce de sortir, me semble-t-il, de cette alternative où elle fait une proposition très forte en faveur de ce qu'elle appelle la métaphysique scientifique, mais qui ne disqualifierait pas le rôle de la spéculation. Donc elle essaie de sortir de cette dichotomie des positions. Et depuis qu'elle a écrit cet ouvrage en 2011, elle a en quelque sorte eu un rôle, à mon avis, important dans le champ philosophique francophone, même si elle n'est évidemment pas le seul facteur, mais elle a été un facteur très important, en tout cas pour moi, elle a été un facteur très important dans la lecture de son livre, très important, qui a été un facteur très important dans mon, disons, ce qui m'a fait me sentir autorisé à refaire de la métaphysique, parce que je pense que j'avais une pente naturellement métaphysique, mais que la lecture de Kant m'avait amené à considérer ça comme une sorte de pathologie, puis ensuite Wittgenstein, évidemment. Et donc, la lecture de ce livre m'a permis de me sentir autorisé à refaire de la métaphysique, à accepter cette pulsion intellectuelle, en quelque sorte. Et donc, ma question était de savoir où on en est à présent, 10 ans après. Le livre devait paraître en 2022, mais en raison de Corona, en 2021, pardon, oui, en raison de Corona, il est paru un an plus tard. Donc, ma question était de savoir comment d'autres que moi articulent science et métaphysique, philosophie naturalisée, philosophie spéculative, mais également d'autres types de métaphysique, puisque j'ai voulu que l'ouvrage soit plus large que le seul champ de la philosophie analytique, qui est malgré tout le champ dans lequel je travaille. Et donc voilà, j'ai voulu savoir où on en était sur cette question de savoir comment pratiquer la métaphysique et
sur les questions de métaphysique elle-même, dans 10 ans après l'ouvrage fondateur de Knut Kirsten, Le ciment des choses. Alors, l'ouvrage comporte une vingtaine de contributions. Je vais pas les résumer. Je vais en mettre le résumé sur mon site web raphaël.kunstler.com où vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de l'ouvrage dans la bibliographie pour accéder à ce document. Mais simplement un mot sur l'organisation de l'ouvrage. L'ouvrage est composé donc aborde deux types de problèmes qui sont distincts. Des problèmes métaphysiques. Donc c'est un grand mot, métaphysique, ça veut simplement dire réflexion sur ce qu'est et sur ce que doit être la métaphysique. Et d'autres propositions qui sont proprement métaphysiques et qui, celles-ci, sont organisées de manière thématique. Donc, j'ai voulu qu'il y ait des représentantes et des représentants des différentes branches de la métaphysique dite naturalisée, donc de la métaphysique des sciences. Ce qui est l'objet de la deuxième partie, mais dans la première partie, il y a beaucoup plus de propositions que celles qui portent plus spécifiquement sur la métaphysique analytique ou métaphysique scientifique, même si à chaque fois la question est celle de savoir quel rapport entre le réalisme spéculatif, par exemple, et la science, ou le pragmatisme et la science, etc. etc. Voilà, donc, je reviens à cette deuxième partie, la partie proprement métaphysique. Donc, il y a des textes qui portent sur la métaphysique de la physique, de la biologie, de la chimie, de la psychologie et, très important, du social. Voilà, donc, et je suis, à vrai dire, très heureux et très reconnaissant pour toutes les réponses que j'ai obtenues à cette question, car je pense que l'ouvrage est très riche, je pense qu'il est très réussi, je pense qu'il parvient à faire un état des lieux de l'état de la question en France et en Belgique et en Suisse de nos jours. Voilà, et que le résultat est que les positions ouvertes sur la question de savoir comment pratiquer la métaphysique sont beaucoup plus larges que la simple dichotomie entre spéculatif et naturalisé, et qu'il semble qu'il y ait, en tout cas à la suite de ce livre, une grande diversité dans les manières de pratiquer la métaphysique, une grande diversité dans les questions métaphysiques, et j'espère que ce livre donnera envie à chacune et à chacun, et donnera le courage à chacune et à chacun de développer sa propre réflexion métaphysique en essayant de déterminer, en utilisant cet ouvrage pour essayer de déterminer quelle est la méthodologie métaphysique qui lui semble la plus faire le plus de sens et puis la plus propre à l'aider à faire son chemin dans sa production de métaphysicienne ou de métaphysicien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.